Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué depuis hier. En tout cas, avec toute l'équipe, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, nous abordons différentes thématiques ici même dans ce studio. Et bien aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en pleine période de solde hivernale et puis des offres alléchantes et des pancartes sont affichées à l'entrée de tous les magasins. L'occasion, vous me direz, pour dénicher des pièces à bon prix, bien évidemment. Eh bien, en tout cas, nous allons parler le pourquoi du comment cet après-midi avec Monsieur Hassan Menouar, qui est président de l'association pour la protection du consommateur. Eh bien, nous allons tout savoir justement sur cette, j'ai envie de dire, cette activité économique, en tout cas les soldes d'hiver en Algérie. Et puis, nous allons également vous offrir ou vous proposer la rubrique littéraire. Vous êtes désormais habitués, comme chaque mardi après-midi, avec Faisal Bayoud. Eh bien, aujourd'hui, il reçoit la spécialiste de l'horreur, j'ai envie de dire. D'ailleurs, l'horreur, un style littéraire qui séduit de plus en plus de lecteurs. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Loubna Abdellaoui, plus connue sous le pseudo, j'ai envie de dire, Lola DZ. En tout cas, elle nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi, juste avant de reprendre son avion tout à l'heure. D'ailleurs, c'est avec elle que nous allons commencer. Et puis, les deux rubriques du mercredi. Wahida Salem Sherif pour la rubrique Le saviez-vous? Voilà, pour le mercredi. Et Yasmine Assari sera également de la partie. Elle nous rejoindra dans un tout petit moment pour Inspiration Habitat, des conseils bien évidemment pour bien aménager votre intérieur. Et aujourd'hui, il s'agit de chambres d'enfants. En tout cas, je sais que ça va être très intéressant, comme à chaque fois. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois et de vous proposer une chanson avant de... De belles mélodies, de beaux paysages également, signé bien évidemment Messa Bouchefa, que nous aimons beaucoup en tout cas. Et voilà, pour justement l'occasion pour moi de la saluer cet après-midi, pourquoi pas, et de recevoir mes invités. Nous allons commencer avec Monsieur Hassan Menouar. Comment ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour ces invitations, parce que j'espère qu'il y aura de la plus-value avec nos interventions, surtout pour donner des conseils aux consommateurs. C'est ça. J'aime bien le faire.
Exact. Et en ce moment, c'est la bonne période, je pense, de donner des conseils aux consommateurs parce que, je le disais, nous sommes, donc il y a les soldes et donc voilà, donner des conseils aujourd'hui pour ne pas se faire avoir, j'ai envie de dire, hein, pour ne pas justement être arnaqué. En tout cas, nous allons en parler tout à l'heure. Je reçois aussi Faisal Bayout. Comment ça va? Bonjour, ça va, merci et vous? Très bien, depuis la semaine passée. Très bien. Ça va, et aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, hein, comme à chaque fois. On a le plaisir de recevoir pour la rubrique littéraire du mercredi après-midi Loubna Abdellaoui. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment ça va? Très bien, et vous? Ravi de vous avoir avec nous cet après-midi pour dans la rubrique littéraire. En tout cas, Faisal sait choisir ses invités. Voilà, à chaque fois, il nous fait plaisir. Il fait plaisir également aux téléspectateurs. Et puis, Wahida est également avec nous. Comment ça va, Wahida? Ça va, tranquille. Depuis hier, ça va? Tranquille? Ça va, oui, super. Eh bien, super. Eh bien, donc, on va commencer justement l'émission avec exceptionnellement cet après-midi avec la rubrique littéraire, puisque notre invité a un avion à prendre juste après. Donc, il faut bien la libérer pour ne pas qu'elle rate son avion. Et justement, c'est Faisal qui va s'y mettre avec la rubrique littérature. Alors, bon, déjà, comme vous l'avez si bien présenté, donc c'est Loubna, très bien connue sur les réseaux donc, en tant que Lola DZ. C'est ça, Lola DZ. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Lola, justement? Ah, Lola ou qui est Loubna, Loubna et qui est Lola? Voilà, exactement. Parce que Lola, c'est une créatrice de contenu. C'est un surnom que ma grand-mère m'a donné. C'est plus que ça, finalement. Mais c'est vrai que Lola est connue sous... comme créatrice de contenu, la première youtubeuse femme dans le domaine de l'horreur et de true crime, donc les affaires criminelles. Et Loubna, c'est bien plus que ça, naturellement. Loubna, c'est une jeune demoiselle qui a fait des études de littérature, n'est-ce pas? Déjà, donc c'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvée justement à faire ça. Pas du tout. Donc en fait, à la base, j'ai un bac scientifique et ensuite j'ai toujours été prise de la littérature, du monde littéraire. Et je me suis dirigée naturellement vers... j'ai fait l'école normale supérieure des enseignants, donc à la base, je suis enseignante. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études en France. J'ai fait la Sorbonne, les lettres modernes. Et ensuite, j'ai fait un master 2 communication et marketing digital. Très bien. Donc voilà. Alors justement, vous avez commencé en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça justement que vous avez commencé justement à parler de ces histoires-là. Justement, vous parliez justement de ce genre, donc l'horreur, les histoires criminelles, les affaires criminelles, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre début dans ce domaine-là? Donc en fait, juste après mes études, comme je vous ai dit, j'ai fait un master 2 en communication et marketing digital, donc je voulais me lancer sur les réseaux sociaux pour avoir ma propre expérience finalement. Et naturellement, comme j'étais passionnée de l'horreur, des affaires criminelles, je me suis dit pourquoi pas. C'est un domaine qui vraiment m'intéresse et l'horreur en particulier, parce que je trouve que c'est un genre qui est quand même très humain, si ce n'est le plus humain, si je puis dire, même si voilà, il y a des avis mitigés sur ce point. Mais je trouve que c'est quelque chose de très, très humain. On a tous, finalement, en nous, une certaine peur. Si je vous pose la question, peut-être que vous êtes claustrophobe. Une autre personne, elle a peur du noir. On a tous une peur, en quelque sorte. Et en fait, le truc, c'est finalement d'arriver à la comprendre, l'appréhender. Je dis toujours, quand on se débarrasse de nos peurs, il faut qu'on danse avec nos démons, en quelque sorte. Donc, c'est un genre qui est très proche de mon cœur. Et surtout l'horreur psychologique, en fait. Très bien. Et justement, ça a donné naissance à un livre. Donc, c'est votre tout premier livre qui s'intitule donc Dinator. Et c'est écrit en arabe. Voilà. Donc, alors l'histoire est passionnante parce que, alors justement, vous mélangez ces genres de l'horreur, des affaires criminelles, etc. Et alors, je vous laisse nous parler un petit peu du livre et ensuite, je vous poserai mes questions. Ok. Bah, je vais vous parler de mon nouveau... Voilà, face à ta caméra. Oui, donc je vais vous parler de mon nouveau-né. Voilà, c'est mon petit bébé. Donc oui, c'est Dinator. Donc Dina, c'est le nom du personnage principal. Et Thor, c'est un mot latin qui veut dire... ça vient de terreur, c'est bien ça? C'est de la terreur, exactement. C'est la terreur de Dina. En fait, c'est une femme qui se réveille dans une forêt hostile. Elle se réveille sur des cris
horrifique, elle ne sait pas ce qu'elle fait dans cette forêt, elle est blessée, elle est surtout amnésique, donc elle se rappelle d'absolument rien. Donc elle est paniquée, elle a peur, on ne comprend pas ce qu'elle fait là, on suit son chemin. Il faut savoir que dans mon livre, il n'y a pas d'introduction, on rentre directement dans l'histoire. Et ensuite, on suit le bout de chemin de Dina. Donc, elle rencontre plusieurs personnages, elle rencontre des personnes tantôt hostiles, tantôt agréables. Et puis voilà, quoi, je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est un livre quand même qui est extrêmement mystérieux et qui vous tient jusqu'à la fin. Donc avec une fin... inattendue pour le moins. Et voilà, assez exactement. Ouais. Alors on va pas parler de la fin, mais on va parler du début parce qu'il est très très intéressant. Vous commencez votre livre avec une phrase. Donc, إذا كنت تريد حقا مساعدتي. Donc, si tu veux vraiment m'aider. Ensuite, on tourne la page. لا تفتح هذا الظرف حتى نهاية الكتاب. Et c'est signé Dina. N'ouvre pas cette enveloppe. Alors ça, bien évidemment, c'est dans une édition limitée, c'est bien ça. Donc on retrouve une enveloppe à l'intérieur du livre. Qu'il ne faut surtout pas ouvrir jusqu'à la fin du livre. Alors bon, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle contient cette enveloppe? Je ne pense pas qu'elle va le dire cet après-midi, franchement. Mais l'idée, c'est que j'adore tout ce qui est horreur psychologique, encore une fois, et l'horreur immersif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va au-delà des mots. C'est quelque chose qu'on touche, qu'on sent. Donc en fait, je voulais laisser à mes abonnés, mais à tous les lecteurs de façon générale, quelque chose de plus concrète finalement, qu'on touche. Et il y a un message dedans, un message très très profond. Et donc voilà, quoi, c'est un message qui va au-delà des mots. C'est quelque chose qu'on touche, qu'on ressent, surtout après la fin. Très très bien. Alors justement, il y a justement, vous travaillez énormément sur ces effets-là psychologiques qui justement mettent en haleine le lecteur, n'est-ce pas? Et alors, avant de parler de ces éléments-là, on va parler un petit peu du genre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous mélangez donc l'horreur, donc les affaires criminelles. Comment vous arrivez justement à enchaîner justement tous ces styles-là? Parce qu'en fait, c'est pas évident. Voilà, parce que c'est soit on est dans l'horreur, soit on est dans un roman policier, mais vous essayez un petit peu de mettre tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche? Donc en fait, la niche de l'horreur, elle est quand même immense, mais restreinte. C'est paradoxal dit comme ça. Mais c'est la vérité, il y a des gens qui aiment l'horreur, donc tout ce qui est paranormal, il y a des gens qui aiment les affaires criminelles. Exactement. Donc en fait, chacun a son domaine, en quelque sorte. Donc j'essaie de toucher tout le monde, j'essaie d'arriver à toucher le cœur de tout le monde. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle... mettre les deux d'accord peut-être aussi. Hein, j'essaie, voilà, j'essaie vraiment parce que j'ai vraiment des fans de l'horreur et j'ai des fans des affaires criminelles et j'ai des deux effectivement que j'adore forcément parce que moi j'adore les deux pour le coup. Mais oui, mais en tout cas dans la création de contenu, c'est vrai que je dirais pas que c'est compliqué, mais de jongler entre le temps, ça c'est dur à faire. Mais parce que les affaires criminelles, c'est des affaires sourcées, donc forcément c'est des articles, etc. Mais tout ce qui est horreur, c'est plus des abonnés qui me racontent leurs histoires et je raconte en utilisant le jeu, donc la première personne du singulier pour que ce soit immersif finalement aussi. Donc c'est pas difficile, c'est challengeant de jongler entre les deux, mais ça a apporté un bon résultat et j'en suis très contente. Très très bien. Alors justement, la question qui se pose, c'est est-ce que vous... Alors bon, bien évidemment, il y a eu un engouement immense par rapport à votre livre. On l'a vu lors du SILA. Est-ce que c'était une surprise pour vous? Parce que l'horreur en Algérie, avant, on n'en entendrait pas autant. Oui. D'une part, et d'une autre part, c'est-à-dire que vos lecteurs ou les gens qui se suivent se sont habitués à Lola DZ, comme vous le dites, youtubeuse, partagent des vidéos sur YouTube. Et là, on passe justement à l'étape supérieure, à proposer quelque chose de concret, j'ai envie de dire. Exactement ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'avait étonnée. C'est vrai que j'étais étonnée. Moi, je voulais... En fait, c'était un rêve pour moi d'écrire un livre. J'ai toujours été prise de ça. Et voir un public qui est venu pour moi et aussi pour mon livre, c'était magique. Je ne m'y attendais absolument pas. Et comme vous dites, l'horreur, c'est vraiment... L'horreur a son public fan. C'est-à-dire qu'ils adorent ça. Et alors, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas en Algérie, il y en a énormément, bien sûr. Qui sont incroyables. Mais c'est sûr que dans ce domaine, en tout cas côté femme, c'est un domaine qui est assez... encore pas très bien développé. Donc c'est sûr que c'était une surprise de voir tout ce monde. C'est surtout qu'ils m'ont fait confiance. Comme on me disait tout le temps, on te connaît, on connaît tes vidéos, on sait comment tu te donnes à fond. J'ai carrément fait un studio dans ma maison, vous mentez, c'est l'horreur. En fait, ils m'ont fait confiance. C'est-à-dire que voilà,
c'est la même Lola qu'on retrouve dans les vidéos. On n'a pas peur, on n'est pas inquiet. Et alhamdoulilah, Dieu merci, c'est quelque chose qui me fait beaucoup honneur. Bien sûr, tout à fait. Nous aussi, hein, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Alors justement, tout à l'heure, on parlait de votre parcours. Donc, vous avez fait l'ENS des enseignants. Donc, vous étiez destiné à enseigner le français, n'est-ce pas? Ensuite, voilà. Vous avez développé. Voilà. Alors, ensuite, vous avez écrit le livre en arabe. La question que je me pose, et que peut-être beaucoup se posent, c'est pourquoi avoir écrit en arabe? Donc la langue française, j'en ai fait mes études supérieures, c'est sûr, mais c'est pas forcément une langue de passion. Pour moi, la littérature arabe, c'est magnifique, c'est subtil, ça va dans... Enfin, on arrive en fait... Enfin, c'est très très personnel comme façon de voir les choses, hein. Mais j'arrive plus à toucher les gens avec de l'arabe que le français, qui reste pour moi une langue... Enfin, un moyen de communication. Très bien. Pas plus que ça, même si bon, je lis énormément en français, mais pour écrire, je ne me vois pas forcément... écrire, même si le livre est en train d'être traduit. Mais voilà, je préfère l'arabe, c'est ma langue maternelle, c'est une très belle langue, elle est magnifique. Et c'est un choix purement personnel, d'autant plus que de toute manière, mon public est algérien. Donc il est arabophone, on va dire. On lit tous l'arabe. Oui, voilà. C'est clair. Donc voilà, c'est pour cette raison. Très bien. Alors, j'aimerais revenir aussi un petit peu sur vos réseaux. Vous interagissez énormément avec vos abonnés, votre public. Et quelque chose que j'ai remarqué justement sur vos réseaux, c'est que vous prenez des passages qu'on vous envoie et vous les lisez. Donc, vous utilisez des effets. Peut-être que vous arrangez un petit peu les histoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce côté-là de votre travail? Donc on me raconte des histoires, donc soit on me les envoie par email, soit par message, soit carrément je les prends des commentaires et je les fais vivre. Alors est-ce que justement c'est vous qui demandez à ce qu'on vous envoie ces histoires-là, ou c'est fait spontanément? Au début, je demandais forcément pour avoir de la matière, et ensuite, franchement, il y a trop de messages. J'arrive pas à traiter toutes les histoires, honnêtement. Mais voilà, c'est ça pour moi le storytelling. Le storytelling, c'est vraiment de prendre une histoire et de la faire vivre et de la faire sentir auprès de son public. Et du coup, c'est ce que je fais. Je prends une histoire, je fais énormément d'effets, des faux sonores, des photos aussi. On me dit non, mais pas de photos, on a peur. Mais l'idée est là, en fait, c'est de la faire vivre. Mais on reste quand même assez limité en termes d'imagination. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre. Pour une fois, j'ai laissé champ libre à mon imagination. Et pour moi, c'était l'occasion. No limit, c'est exactement ça. No exactement. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez justement à une suite à ce livre ou à d'autres projets? C'est sûr que vous devez en avoir beaucoup. Certainement. Parce que je pense que c'est justement, vous avez jeté justement quelque chose comme ça d'extraordinaire, donc ça pourrait ouvrir une porte assez intéressante. Oui, complètement, je suis complètement d'accord. L'horreur, ça purifie. Pour moi, c'est une catharsis, c'est la catharsis en personne. C'est quelque chose de beau. C'est très paradoxal dit comme ça, mais c'est quelque chose qui purifie. Et c'est de la prévention aussi. Pour moi, quand quelqu'un écoute une histoire criminelle, il voit ce qui s'est passé à cette personne, il essaye de l'éviter. Pour moi, c'est aussi de la prévention. Et c'est un domaine que j'arrêterai pas, c'est sûr et certain. Et donc oui, il y a énormément de projets audiovisuels et forcément de livres aussi qui sont Monsieur en cours. Menouar, ce style littéraire ça fait de la consommation. C'est de la consommation. Ben, c'est bien que... Mais ça serait bien aussi d'écrire sur la joie, sur le bonheur, sur les belles choses. Mais il y en a beaucoup qui écrivent, bien évidemment. Il y a un droit qui est international, qui est universel, c'est le droit de choisir. Donc, exactement. Et quand même des choix. C'est bien que ça existe. Voilà. Pour avoir de tout, sur l'horreur. Voilà, pour faire plaisir à tout le monde, à tous les lecteurs. Absolument. Et j'aimerais aussi revenir peut-être, Loubna, au Salon du Livre. Alors de la foule justement, Wahida pouvait... J'étais témoin. Tu peux, voilà. Je l'ai découvert. D'accord. Je pense que vous avez dû rééditer votre livre parce qu'au bout de la deuxième journée... Oui, j'en avais plus, oui. C'est au bout de 2 heures en fait, en réalité. J'en avais plus. C'est parce que j'étais... Pour moi, c'est aussi finalement, c'est de la modestie. Parce qu'on ne pense pas qu'on est aimé autant. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est sûr que j'ai pas édité assez. Il y avait énormément de monde. Et qui était même venu pour vous voir, pour vous rencontrer, parce que vous suivez, voilà. Et c'est ça qui m'a fait plaisir en fait. Oui. C'est vraiment, j'avais énormément de personnes qui me disaient, mais c'est mon premier livre.
C'est vraiment le premier livre que... C'est ça, vous les avez incités justement à prendre un livre et à le lire. Et c'est pas, encore une fois, le livre, il y a un message très profond dans ce livre, c'est pas que de l'horreur, de la peur. Bien sûr, c'est un livre, étrangement, paradoxalement, j'adore le paradoxe, mais qui peut mener au bonheur, si on le comprend. Oui. C'est un livre quand même qui est très, très psychologique et philosophique. En tout cas, on a hâte de le lire, hein. Ça donne vraiment envie. Hein. Voilà. Et puis, aussi, vous avez fait une vente dédicace il n'y a pas longtemps, ici, à Alger. Oui, j'en ai fait dans plusieurs wilayas. D'accord. J'avais une petite tournée. Alors, justement, ça vous a fait... Est-ce que vous connaissiez toutes les régions où est-ce que vous avez Alors, pas du tout. Pour le coup, vous avez découvert... Quand je suis partie en France, j'étais étudiante, donc j'avais pas forcément les moyens, ni le temps d'aller explorer l'Algérie. Et là, pour le coup, ça m'a fait vraiment plaisir d'aller à mes abonnés, mais aussi découvrir notre beau pays qui est incroyable. Hein. Constantine m'a particulièrement marquée. Non, c'est sûr que c'était une occasion en or. Alhamdoulilah. Très bien. Donc voilà, Dinatour pour... Donc un livre disponible ou non? Là, peut-être qu'il faudra le rééditer ou comment ça marche? Alors là, il va être disponible en librairie dans maximum 2 semaines. Ah, ça va. Donc dans 2 semaines, vous pouvez y aller. Une bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent. Voilà, exactement. Donc ceux qui aiment l'horreur ou ceux qui veulent découvrir ce style-là, n'est-ce pas? Le monde aussi, l'univers de exactement. Alors, je voulais aussi revenir sur quelque chose que j'ai vu, encore une fois, sur vos pages et qui est assez intéressant, c'est que vous vous inspirez beaucoup des histoires de votre grand-mère. Oui. Ah, oui. Quand vous racontez quand vous étiez petite? Non, elle fait des vidéos en direct avec elle et elle lui raconte... Parce que ma grand-mère, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis rentrée dans ce domaine, ma famille a habité une maison, on peut dire, hantée. En tout cas, Oula, ça devient sérieux. Oui. Et ma grand-mère, qui est très timide, m'a dit non, je pourrais pas, je suis pas assez forte pour ça. Je lui dis mais les grand-mères, vous êtes les meilleures storytellers. Vous êtes les meilleures. Et j'ai fait une vidéo avec elle sur YouTube, et ça a cartonné, les gens ont adoré ma grand-mère. Et ça m'a fait vraiment plaisir, et je pense que c'est ça, on s'inspire des autres, on s'inspire de nos proches, des étrangers, de tout le monde en fait. Je peux vous croiser dans la rue, je suis certaine que vous avez une histoire à raconter. C'est ça qui est beau. C'est le travail des storytellers, c'est finalement de donner, pas la parole, mais voix. Exactement, oui. À vos histoires. C'est ça que j'essaye de faire, du moins, Inch'Allah. Et du m'aide sur ce point. En tout cas, c'est un très très bon début. C'est prometteur, c'est un beau parcours. Exactement, voilà. Ça nous fait plaisir de recevoir des personnes passionnées à chaque fois dans cette émission. Et puis des jeunes aussi. Et puis on espère en dire plus aussi, surtout. Voilà. Oui. Parce que c'est vraiment extraordinaire de rencontrer autant d'engouement. Moi, ça me fait plaisir, que ce soit en arabe ou dans une autre langue, de voir autant d'engouement sur un livre. Voilà, c'est vraiment très très important. Donc c'est génial. Merci beaucoup, c'est gentil. Loubna, merci. Merci d'être venu partager cet agréable moment avec nous. Donc, vous avez un avion à prendre, bien évidemment. On aurait aimé vous garder plus longtemps. C'est gentil. Mais bon, on va vous laisser quand même filer. En tout cas, merci. Et n'hésitez pas à revenir nous voir, bien évidemment, pour parler de votre actualité. Rassurez-moi, en arrivant, ça va, des ondes positives là, au niveau de ce studio? Ah, mais magnifique. Ah bon, ça va, vous nous rassurez. Très super, gentil, nous sommes contents. Merci encore une fois. Ça, vous restez avec nous en tout cas. On va continuer, bien évidemment, pour vous proposer un reportage sur une belle exposition d'un artiste qu'on a déjà reçu. Le reportage est réalisé par notre ami et collègue Feriel Chir. Et on revient juste après pour accueillir Yasmine. À tout de suite. Togourt, perle du désert algérien, brille à travers les œuvres captivantes de Halim Selami, un artiste profondément enraciné dans sa terre natale. Par ses peintures, il décrit la beauté intemporelle de cette région en mettant en lumière les paysages majestueux du désert et en rendant hommage aux femmes algériennes. Cette exposition elle est intitulée Parfum des oasis. C'est comme une nostalgie, un retour vers tout ce qui est la vie des oasis.
on a de l'architecture, on a plusieurs tableaux où ça représente de l'architecture des qsour et des façades, des murs et ainsi de suite. Et aussi des personnages, notamment on a beaucoup la femme, c'est pour rendre hommage à la femme. Plus de 30 tableaux. Chaque toile transporte les visiteurs dans un voyage au cœur du désert, entre tradition et modernité, où le bleu symbole d'espoir et de rêve domine avec éclat, mélangé à d'autres teintes chaudes du sable et du soleil. La source d'inspiration, c'est toujours la région de Ouadrir, Tougourt et ces régions. On a tout ce qui les caractérise, c'est l'architecture locale, l'architecture faite de la terre et de l'argile, avec des voûtes et des arcades. Et aussi, il y a une décoration de stuc, décoration avec de plâtre. Dans cette aventure artistique, plusieurs peintres ont fait le déplacement. Leur présence ajoute une dimension humaine. Pour moi, c'est le peintre du Sahara, en fait. Moi, je suis le peintre de la mer, mais lui, c'est le peintre du Sahara. C'est un ami, j'adore son travail, surtout la manière de travailler le sable, les personnages, la manière de les présenter. On sent une ambiance un petit peu particulière, qui est une ambiance du Sahara, enfin Tougourt, hein. Donc c'est toujours... Ce qui est bien chez Halim, c'est qu'il est vrai avec sa peinture. Et je pense que pour un artiste peintre, la chose la plus importante, c'est d'être vrai avec sa peinture. Halim reste, comme disent certains, un peintre un peu inclassable, parce que enfin, il n'appartient pas à un style. Bon, certes, on vient tous de l'école des Haucham, c'est notre grande école, nos pères aussi, mais on a cette envie toujours d'aller au-delà d'eux et de se donner à soi, d'être présent en tant que peintre nous-mêmes, en fait. En tant que peintre, voilà, ça nous rappelle un petit peu sa façon de faire à la Van Gogh, mais il a des traits très particuliers. Ça résume un petit peu son algérianité, d'où il vient aussi. Saharien du Grand Sud algérien, voilà. C'est très beau ce qu'il fait. À travers l'art, l'artiste rappelle que la mémoire et le patrimoine, quand ils sont célébrés avec passion, peuvent inspirer des générations. Voilà donc un beau reportage réalisé par notre collègue et ami Feriel Cheikh. L'artiste aussi était présent avec nous. Il nous a donc parlé de cette belle exposition, de ce qui l'inspirait, bien évidemment, les paysages, les femmes du Sahara. En tout cas, belle exposition que j'espère que vous n'avez pas ratée, bien évidemment. En tout cas, on va continuer. Yasmine nous a rejoint. Comment ça va, Yasmine? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Très bien. Tu nous as manqué hier. Oui. Moi aussi, voilà. vous m'avez manqué. Ah bah super, en tout cas, ravie de t'avoir avec nous. Et avant de parler justement d'architecture, tu as raté la rubrique littéraire, c'était très intéressant et très sympa. En tout cas, mais tu profiteras de la rubrique de Wahida et du thème de cet après-midi, un thème d'actualité bien évidemment. Je le disais tout à l'heure, nous sommes en pleine période de soldes d'hiver, des offres alléchantes dans tous les magasins. Je pense que vous n'avez pas raté ça, les filles. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Et justement, avec Monsieur Hassan Nouar, nous allons parler des soldes. Donc déjà, pour commencer, j'ai envie de dire que les commerçants doivent avoir une autorisation, n'est-ce pas? Absolument. Doivent avoir une autorisation avant de démarrer, qui se fait préalablement. Très bien. Donc c'est déjà la première information que les consommateurs devraient savoir, parce que c'est pas n'importe qui peut faire aller à la pratique des soldes. C'est ça. Les commerçants doivent au préalable donc déposer une demande au niveau de la direction de commerce de la wilaya, là où ils exercent. Exact. Et évidemment, c'est pas que seulement l'autorisation, parce que dans le dossier, il doit y avoir une liste des produits à solder. D'accord. Dans un tableau, on doit mettre les prix initiaux avant solde, le taux de rabais et le prix soldé des produits. D'accord. Donc tout déclaré. Absolument. Donc, parce que d'abord, la pratique du solde, c'est pas de la promotion, c'est pas de la liquidation, c'est une pratique qui existe depuis presque un siècle dans le monde, et ça vient donc 2 fois par an. C'est ça. C'est réglementé, même en Algérie. Donc on a un texte de loi depuis 2006
qui gère justement, qui réglemente la pratique du solde. Bon, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui le sait, ni les commerçants, ni les consommateurs. Donc les gens ils croient que, allez, c'est le moment, il y a des annonces, on fait des affiches rouges avec des annonces, avec des annonces, des pastilles aussi, parfois des annonces trompeuses, hein, oui, justement. Oui. Et normalement, logiquement, donc le commerçant doit gagner, il doit gagner dans la publicité, dans le marketing. Donc c'est un moyen. Donc ça a été créé pour ça d'ailleurs, donc un moyen pour que le commerçant attire de la clientèle chez lui. Donc il doit solder que quelques produits, pas tout. Donc il n'est pas obligé de solder tout. Mais une fois que le consommateur est dedans, donc parfois il va à autre chose. Il est attiré par un article qui n'est pas soldé. Exactement. Aussi, très souvent, oui. Je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine. Voilà, justement. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Comment justement les commerçants font pour nous arnaquer, nous donner l'impression qu'on a fait la bonne affaire. Or, ce n'est pas le cas et on a pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux plusieurs fois avec des étiquettes. Voilà, donc on peut peut-être parler de ça. D'abord, l'arnaque, elle est toute l'année, en général. C'est des commerçants qui sont pas soucieux, qui n'ont pas cette conscience professionnelle, ni cette conscience citoyenne. Hein, parce que, et puis, loin d'avoir aussi cette bonne formation et la bonne éducation d'être un commerçant. Parce qu'un commerçant, normalement, si c'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Si une dame, c'est une grande dame. Un commerçant, c'est être en contact avec les gens, leur vendre, avoir de la fidélité, un rapport de confiance. Mais bon, malheureusement, il y a certains comme ça qui sortent du lot. Malheureusement. Et parfois, ils sont nombreux. Ça dépend des endroits et ça dépend des périodes. Donc, il y a certains qui profitent de cette période, justement, pour aller mettre des affiches et de la publicité. Et à l'intérieur, ils font tout. D'ailleurs, même, je crois qu'ils sont formés parfois, comment vendre. Malheureusement, nous, on n'est pas formés en tant que consommateurs, donc on est leurs victimes. Ils sont formés, donc ils utilisent des couleurs, ils utilisent des annonces, des moyens, tous les moyens possibles, peut-être qu'on ne connaît pas encore, pour vendre le maximum. Bon, ça c'est permis. Jusque-là, c'est du marketing, c'est de la publicité, c'est du commerce, on baisse les prix, on ramène les gens, on vend le maximum. C'est une société de consommation et on fait tourner l'économie. Mais malheureusement, donc, certains, d'abord, n'ont pas d'autorisation. Ça, c'est le premier délit. Et même quand ils ont l'autorisation, ils ont pour certains articles. Pas pour tous ceux qui sont affichés, soldés. Voilà. Mais surtout, la tromperie, elle est dans l'affichage. Ils mettent à l'extérieur moins 70%. On se dit qu'on va trouver des articles à 1000 dinars. C'est la bonne affaire, on va la bonne affaire. On ne trouve jamais. On rentre, on trouve peut-être un article qui ne vaut rien du tout, dont on n'a vraiment pas besoin, pour ne pas dire quoi. D'ailleurs, qui va rester toute la période de solde. Mais le reste, il n'est pas soldé. Ça, c'est le premier problème qu'on a constaté. Le deuxième problème, c'est que, et ça c'est malheureux de le dire, c'est qu'il y a certains commerçants qui vendent quelque chose, par exemple, à 1000 dinars à l'année. Dès que commencent les soldes, ils changent de prix, ils remettent les 1000 dinars deviennent 1300 dinars, et le prix est soldé 1000 ou 1100 dinars. C'est vrai. Et ils profitent de la frénésie, ils profitent je dirais, du manque de culture de consommation. Oui, parce qu'on y va serein. On se dit que c'est les soldes et qu'on va forcément faire une bonne affaire et on ne cherche pas à aller, bien évidemment, plus loin que ça. On est un peu emporté. Par les effets de la publicité et aussi par toute cette ambiance qui est créée dans les grands boulevards commerciaux. C'est vrai, dans les centres commerciaux. Et on achète, là aussi c'est de la tromperie, c'est de l'arnaque, c'est des délits. Il y a aussi autre chose qui se fait malheureusement chez certains commerçants, c'est qu'ils annoncent, surtout dans les grandes marques, ils annoncent comme ça des soldes, mais les meilleurs produits, les bons produits qui sont soldés sont vendus avant l'ouverture du commerce. Vendus avant à des amis, à des gens de la famille et à des revendeurs qui revendent ces produits ailleurs plus cher. Donc pour lui, le grand patron de la marque, il annonce qu'il y a des soldes, il signe sur le tableau qui est déposé à la direction de commerce de la wilaya. Donc, les produits qu'il vendait à 2000 dinars, pour lui, ils se vendent à 1400 dinars, par exemple. Ils sont vendus à 1400 dinars, même pas avant la première heure des soldes. Mais ces mêmes produits sont revendus ailleurs par le cousin, par l'ami, par le partenaire, c'est triste, ça. Pour gagner plus d'argent. Donc, les consommateurs n'en profitent pas, malheureusement. C'est ça. Et justement, qu'est-ce qui est fait sur le terrain
pour bien évidemment éviter ces pratiques frauduleuses, j'ai envie de dire. D'abord, en tant qu'association, on a toujours demandé, depuis des années déjà, au ministère du Commerce d'avoir un œil particulier sur ces pratiques. Pourquoi? Parce que c'est une période où il y a accélération des ventes, il y a une surconsommation. Les Algériens aiment bien, enfin, dans le monde entier, hein, donc ça attire tout le monde. Et donc il y ait un peu plus d'attention, pas seulement de la répression, mais d'accompagnement. Donc il faudrait que les agents du contrôle soient là, comme ça, surtout dans les grands boulevards, dans les centres commerciaux, pour former en quelque sorte ces commerçants et c'est-à-dire montrer aux consommateurs qu'il y a un contrôle et ça va freiner un peu toutes ces arnaques. Mais le grand travail, il devrait être fait par nous, les consommateurs. Donc on doit avoir quand même quelques modes d'emploi, parce qu'il faudrait être vigilant. Moi je dis que d'abord, on n'achète pas tout ce qui est soldé. C'est pas parce que c'est soldé qu'on achète. C'est pas parce qu'il y a des prix ont baissé qu'on achète ceux dont on a besoin. Bien sûr, ça c'est clair. Ça, il faut le définir et l'écrire. C'est ça. Je vais au solde, mais j'achète tout. C'est ça. Si notre enfant a besoin de quelque chose, s'il manque de quelque chose, bien évidemment, ne pas aller comme ça sans objectif. On est en plein hiver, donc on est en plein dedans. Peut-être que c'est un peu trop tard pour faire la programmation, mais il y a les soldes d'été qui arrivent, donc au mois de juillet. Donc là, ça se poursuit jusqu'au 28 février, c'est ça? Oui, à la fin du mois. C'est 6 semaines. Du mois de février. Chaque fois, c'est 6 semaines. Et donc, ça a commencé le 18 janvier et ça se poursuit jusqu'au 28 février pour les soldes d'hiver. Et pour les soldes d'été, c'est en août, juillet? Du 15 juillet au 31 août. Voilà, c'est ça. Donc, il faut se préparer dès maintenant. Donc, faire une liste de tous nos besoins. Oui. J'ai des enfants scolarisés, donc j'aurai besoin de ça et de ça et de ça. Je fais une liste, je me prépare. Mais avant le début des soldes, je fais un tour pour baliser, pour trouver les endroits, chercher qu'est-ce qu'il me faut, pointer, prendre des photos et revenir après les soldes. Si après les soldes, je trouve que les prix n'ont pas baissé, donc j'achète pas. Donc il ne faut pas se faire avoir comme ça. Il faudrait acheter juste ce qu'il faut et vérifier est-ce que les prix réellement, est-ce qu'on fait une affaire sur cet article ou pas. Et puis aussi, on doit avoir la culture de dénonciation. Donc, quand on voit des pratiques comme ça, qui sont anormales, qui ne font du bien ni pour l'économie nationale, ni pour les consommateurs, il faudrait quand même dénoncer. Maintenant, il y a les moyens. Donc, il y a le ministère du Commerce, il y a les associations. De protection du consommateur. Absolument. Et on demande aussi maintenant, on est en train vraiment de tarabuster les services du ministère du Commerce pour la numérisation de tous ces systèmes. Donc rendre un peu visible et pratique la recherche des commerces qui font des soldes. Maintenant, le ministère, ils disent là-bas qu'on a autorisé tant de commerçants. Voilà, c'est ça. Mais on voudrait les connaître, donc sur le site web ou bien sur une application, trouver soit répertoriés. À Alger, ceux qui font les soldes. Ils ne sont pas trop nombreux qui sont autorisés. Je ne vais pas donner les chiffres, mais ils ne sont pas trop nombreux. D'accord. Nous, on a l'impression que tous les commerçants non, ils sont pas, le font. Ils sont pas trop nombreux. Donc on doit chercher ceux qui ont réellement l'autorisation de pratiquer le solde. Et on peut, donc, par une continuation, arriver même à rentrer chez le commerçant avec un lien, voir son site à lui et voir quels sont les produits qui sont soldés. Donc on va y aller directement acheter ce qu'on veut. Donc la programmation, elle se fait déjà de cette manière. On ne va pas se tromper parce qu'on va y aller directement chez le commerçant qui pratique les soldes et puis on va chercher d'abord à lire, à chercher, à comparer sur le produit dont on a besoin. Donc on doit utiliser ces moyens. Donc, ils nous ont promis de faire ça pour l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord, très bien. Et bien justement, puisque vous en parlez, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir un reportage qui a justement été organisé par notre collègue Myriam Damis, et on revient. Les soldes, une période très attendue par les consommateurs, tous pressés de dénicher la bonne affaire et de bénéficier de rabais tout aussi alléchants les uns que les autres. Des réductions allant des fois jusqu'à moins 70%, attirant ainsi ceux qui sont à l'affût des bonnes affaires. Il y a des articles soldés, par exemple, certains étaient à 12 000 dinars, maintenant ils sont passés à 6 000 dinars. Il y a l'embarras du choix et le prix des articles soldés est raisonnable. Dans ce centre commercial, les managers veillent au grain, chacun sa mission, entre réorganisation des rayons et être à l'écoute des clients. Plusieurs promotions intéressantes sont proposées. Objectif, profiter de cette période pour doubler, voire même tripler leur chiffre d'affaires. Bon, on a solde depuis le 18 d'ailleurs. On a 30% jusqu'à 50% de démarque.
On vend des produits de qualité exactement. Le Kandori les prix ils sont vraiment abordables. On a des polos à 97% coton, on a des jeans à 99% coton, on a des pantalons à 97% coton, on a des pulls à 100% coton. C'est des produits, masha'Allah. On a des retours clients, masha'Allah. Les réductions, comme c'est de 10% jusqu'à 60-70% sur certains produits qui sont de l'ancienne collection. Et il y a même la nouvelle collection qui a été soldée. Une période très prisée par les clients qui ne manquent pas de sortir leurs économies afin de faire le plein cette année et pourquoi pas l'année prochaine. Surtout, ne ratez pas l'occasion. Donc, l'occasion, il ne faut pas la rater, monsieur Mnowar. Donc, quand on a besoin de quelque chose, voilà. On n'achète pas. Parce que c'est vrai que maintenant, les psychologues nous ont dit qu'il y a une maladie comme ça. La fièvre acheteuse. Elle le sait bien, Rafida. On en avait parlé déjà. Une maladie où, surtout les femmes, qui aiment acheter pour acheter. Oui, la fièvre acheteuse, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, j'avais oublié que c'est vrai. Donc, ça m'a fait rappeler dans le reportage que l'article lui-même doit porter une étiquette avec un ancien prix barré et le nouveau prix soldé. C'est ça. Aussi, pour ne pas oublier, pour ne pas aussi se tromper, c'est que parfois, dans le même étalage, ils mettent un ou deux produits qui sont soldés, mais les autres ne sont pas soldés. Ça aussi, c'est de la tromperie. Ça, oui. Ils mettent la grande plaque, moins 50%, mais à l'intérieur, une fois, dès qu'on prend l'article, on arrive à la caisse, on trouve qu'il n'est pas soldé. Et pour eux, pour ces commerçants, c'est étudié. Ils disent qu'un cas sur deux, il revient et ne prend pas l'article, mais l'autre cas, il prend l'article quand même. On arrive à lui vendre, parce que parfois on est gêné de revenir en arrière, de ne pas. C'est vrai. Et aussi dans les annonces, donc sur les vitrines, on met moins 70%, moins 50%. Alors qu'à l'intérieur, il y a des articles qui sont à moins 20, moins 25. C'est ça, en caisse, ce n'est pas. Et des fois, il suffit qu'on ne compte pas ou qu'on ne calcule pas, on peut se faire avoir. Ça peut passer. Ça peut passer. Et dans la réglementation, exige à ce qu'il y ait, donc sur l'annonce, donc il faut annoncer, donc c'est moins 25% par exemple, à moins 70%. Donc on donne la fourchette pour que le consommateur sache qu'il y a des articles qui sont à moins 25, à moins 30, à moins 40, mais pas que moins 70. On rentre avec l'idée que tous les produits sont à moins 70. C'est vrai. Après on trouve moins 50. On dit allez, moins 20, des fois moins 20. Parce que même par rapport au taux, c'est réglementé. En fait, on ne commence pas directement avec 70%. Il y a des pourcentages. D'abord, on commence par 20%, ensuite 40%, ensuite 50%, et on augmente jusqu'à 70%. Oui, à la fin. Corriger, je pense. C'est-à-dire, non, en réalité, c'est-à-dire, il ne peut pas mettre 70 pour tous les articles, parce que ça devient un peu bizarre, je dirais. Ça va susciter un contrôle. Ça va susciter un contrôle. Mais justement, donc, il faudrait qu'il y ait des articles à 20, à 30 et d'autres à 70. Et c'est pour ça qu'il faudrait noter que c'est entre moins 20 jusqu'à moins 70%. Pas seulement, parce qu'eux, ils commencent à moins 20, mais ils font l'annonce que pour moins 70, pour attirer le client. Mais dès qu'ils rentrent chez eux, ça y est, c'est bon, c'est la pâte. Après, on a nouvelle collection, ancienne collection. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc on doit faire vraiment très attention. Et puis, il faudrait qu'on fasse la différence entre une vente promotionnelle, solde, oui, justement, c'est différent. C'est différent, bien sûr. La vente promotionnelle, elle devrait pour aussi... tout cela, il faudrait avoir des autorisations. Oui. Donc, liquidation, voilà, quelqu'un qui va fermer le commerce. Donc, il prend une autorisation. C'est un dossier, il présente d'abord l'intention de fermer, de radiation du registre commerce. On lui donne une autorisation pour 1 mois, pour 20 jours, pour liquider ses produits. Les promotions, donc quand on a un nouveau produit, on se présente à la direction du commerce pour avoir une autorisation d'avoir une promotion pour le produit. D'accord. Et faire de la publicité pour le lancer. Il y a un nouveau mode, d'un robot, d'un véhicule qui un nouveau parfum. Donc on fait une promotion pour une période bien déterminée. Vous savez, tout ça se fait pourquoi? Pour que justement les impôts puissent prendre leur part. Et quand il y a promotion, ils ne prennent pas sur ça. Bon, malheureusement, ça ne marche pas aussi. Tout est, bien sûr, pour le commerce, pour le bon déroulement, j'ai envie de dire, du commerce. Pour le commerce, pour l'économie, ça fait tourner. Mais bon, malheureusement, dans certains cas, ça ne profite qu'à certains commerçants véreux comme ça qui arrivent. Pour l'anecdote, moi je connais une boutique qui est souvent en liquidation. Ça veut dire qu'il n'a pas eu d'autorisation parce qu'on la donne une seule fois, donc il liquide ses produits. Oui, à la fermeture, il ne peut pas liquider 2 fois ou 3 fois dans l'année. C'est une arnaque, c'est une tromperie, on trompe le client parce que vous connaissez, mais quelqu'un qui vient de passage, il se dit tiens, il y a un magasin en liquidation, donc tout ce qu'il y a dans ce magasin est à bas prix.
et ils croient faire une bonne affaire. De toute manière, c'est une question de culture de consommation. C'est nous, les consommateurs, on doit avoir quand même un rôle, faire de l'autocontrôle, être des conso-acteurs. Donc, il faut agir. Donc, il ne faut pas se dire que, allez, il y a se laisser faire. Il y a des contrôles, le commerçant, il y a donc j'achète, et puis à la fin, on se retrouve avec des produits dont on n'a pas besoin. Il y a aussi l'autre phénomène, donc la vente en ligne. Oui. La vente en ligne, je n'ai pas dit, mais en ligne, c'est-à-dire même à travers les réseaux sociaux. Et là, en tant qu'association, on reçoit beaucoup de plaintes. Oui, c'est vrai que l'article qu'on voit et l'article qu'on reçoit, il y a une grande différence entre les deux. On ne peut même pas le toucher. Vous savez, il y a des drames qui sont arrivés, sincèrement, parce qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. C'est un marché informel en ligne. L'informel qui est physique, on peut retrouver la personne. Parce qu'il revient à chaque fois sur le même trottoir ou dans le même marché. Mais l'informel en ligne, il n'existe pas. Donc, c'est des numéros de téléphone. Ils ont plusieurs numéros, ils les coupent. Bah oui, c'est sûr. Ils les bloquent. Des fois, on demande même de payer via un compte postal, via la poste. Et ça, il ne faut jamais le faire. Justement. Et parfois, ils utilisent des livreurs qui n'ont rien à voir, donc il vient prendre produit. Et c'est le téléphone du livreur qui est utilisé par le consommateur. Donc il rappelle le livreur, il dit, moi je n'ai rien à voir, j'ai été payé pour vous livrer le produit, maintenant m'appelez plus. Il faut appeler le commerçant. Le commerçant n'existe plus. Après, c'est important de ne pas payer déjà en ligne parce qu'on n'a pas encore avant d'avoir reçu le produit. On peut payer en ligne. Nous, on encourage le paiement en ligne. On parle bien de ces ventes informelles. On ne parle pas de bien évidemment. Quand le commerce il est légal. C'est-à-dire il est formel. Donc c'est un site web. Donc il est à la fin. Au contraire, ça nous facilite la vie quand on paye en ligne. Bien sûr. Les factures, c'est notre plaidoyer, c'est d'aller vers la numérisation de tous les systèmes, y compris donc le e-commerce. Il faudrait qu'on pratique réellement le vrai e-commerce, avoir des marchands qui ont des vrais sites web, donc qui sont traçables. On peut les retrouver. Voilà, il y a une traçabilité. Donc ils ont un registre de commerce. Un service après-vente et un numéro de téléphone. Et le paiement, il se fait donc en ligne, donc dans un compte bancaire. Exactement. Pas dans un compte CCP. Voilà. Personnel, on va dire. Parfois, on a retrouvé des gens qui ont versé de l'argent dans des comptes CCP d'un adolescent ou d'un jeune qui n'a rien à voir avec le vendeur. C'est parce qu'il le connaît, donc il lui a dit dans le montant compte. Et on lui verse de l'argent, il retire l'argent, on lui donne, après on ne retrouve rien. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait un compte bancaire, un vrai compte avec le RIB complet et payer avec la carte bancaire pour qu'il y ait de la traçabilité. Ça, on encourage. Mais aller payer à l'avance dans un compte comme ça, et même payer le produit au seuil de la porte, en espèces, ça aussi c'est d'informel. Ni le Trésor public n'a rien gagné, ni le consommateur a gagné de la traçabilité. Et puis il n'y a pas de facture, il n'y a pas de banc. Et parfois c'est des bouts de papier comme ça, sans aucun cachet. Il n'y a pas de cachet dessus, donc il n'y a aucune référence. Là on doit faire très attention, parce que ni nous, ni les services du commerce ne peuvent rien faire. Parfois, les affaires vont jusqu'à la police. Bien sûr, il y a beaucoup d'arnaques. Criminalité. Exactement. Donc il y a beaucoup de travail. Mais le grand travail à faire, c'est d'abord nous, on doit être vigilants. On ne va pas se laisser avoir. Surtout pour ceux qui achètent dans le secret total. Donc, vous avez bien compris. Ceux qui achètent, ça m'a fait la bonne affaire, je ne dis pas à mon mari, les enfants, je ne dis pas à mes parents, je ne dis pas aux voisines. Ça arrive très souvent. C'est une affaire, je la fais moi seul, personne ne va savoir, il n'y a personne qui va acheter mon produit. Non. Il m'a dit, vous avez non, je plaisante, il n'y a pas de souci. Des cas pareils, on les reçoit surtout des femmes. Qui croient bien faire. Avoir fait une bonne affaire. Faire une surprise au mari, faire quelque chose pour que les gens ne sachent pas. Mais à la fin, elles sont toutes seules en face de l'ordinateur. C'est ça. Comment gérer cette arnaque? Elles payent tout. À la fin, elles n'ont rien et elles ne peuvent même pas se plaindre. Parfois, il y a la gêne. Elles ne peuvent même pas se plaindre. Se plaindre et j'ai dit qu'il y a des drames parce qu'il y a des produits qui coûtent cher. Il y a des produits qui sont nocifs. Il y a des produits cosmétiques, par exemple, qui ont été utilisés. Des tisanes aussi, des fois, on propose des tisanes amincissantes. Cosmétiques, ça fait beaucoup. Souvent, la date de péremption expire. Des tisanes amincissantes, on ne sait même pas ce qu'ils mettent à l'intérieur de ces mélanges. Oui, justement. Par exemple, il y en a beaucoup qui commandent en ligne beaucoup de produits comme ça pour la silhouette.
pour des produits amincissants et qui ne veulent pas le dire. Parce que voilà, je me suis refait la taille, mais personne ne sait. Vous nous connaissez bien, monsieur Mnou, voilà. Vous nous connaissez très bien. Protection des consommateurs et des consommatrices. Voilà, c'est l'expert. Mais il y a aussi, en fait, tout ce qui se fait. Il y a certains produits artisanaux, on va dire, cosmétiques, où c'est même pas étiqueté, en fait. On ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des produits bruts, sans emballage même, je dirais, parfois. Il y a un emballage parce que ça attire quand même le consommateur, mais souvent, il n'y a rien de mentionné. Il y a des savons qui se vendent sans emballage. C'est des savons traditionnels. On encourage tout ce qui est du terroir. Oui, bien évidemment. Très bien. On va continuer d'en parler, monsieur Mnou. Alors, monsieur Hassan Menouar, vous allez découvrir cet après-midi avec nous, c'est votre première avec nous, et la rubrique architecture. Donc, et ça vous parle, c'est un domaine qui vous parle aussi, n'est-ce pas? Je vais apprendre là. Non, mais c'est architecture, design et décoration intérieure. Ça dépend des. En tout cas, l'inspiration, elle est là. Oh, merci. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de parents et c'est l'aménagement d'une chambre d'enfant mixte. Donc, que ce soit une chambre pour un garçon ou une fille, ou même du même sexe, mais qui ont deux personnalités différentes, donc qui n'aiment pas forcément partager les mêmes voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes goûts. Voilà. Ça. Donc, je vais donner 4 astuces clés pour justement arriver à répondre à leurs besoins. Et on va commencer par la création d'un espace distinct. Donc, comme on sait, chaque enfant quand même a besoin d'avoir son petit espace, même s'il partage la chambre avec son frère ou sa sœur, il a besoin d'avoir son petit coin pour se concentrer ou jouer ou rêver carrément. Voilà. Donc les séparations visuelles sont vraiment pratiques, faciles et pas très chères. Voilà. Donc dans une chambre, quand on a un garçon ou une fille, souvent, bien évidemment, on a un peu plus besoin d'une intimité. Donc on peut placer carrément une tringle avec le rideau. Un rideau. C'est très facile, ça coûte pas cher et chaque enfant, on peut avoir un rideau c'est-à-dire au milieu ou alors au niveau du lit de chacun. Donc à ce moment-là, l'enfant pourra choisir sa couleur ou carrément ses motifs. Comme on peut avoir aussi un paravent qui sert de séparation entre l'enfant A et le second. Décoratif en plus. Oui, alors justement, le paravent, il peut être décoratif, il peut être de couleur. Voilà, on est en train de voir des photos, c'est très Oui, bien. alors sur celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci parce que il y a une petite fenêtre. Voilà, c'est ça. Donc quand on a envie de se parler, quand on a envie de se parler, on se fait un petit coucou, sinon on peut se faire la tête chacun de son côté. Oui, ça prend pas de place. Exactement. Ça prend pas du tout de place et on peut personnaliser une face comme une autre, comme on peut carrément réaliser ce paravent avec les parents et ça c'est une petite activité à faire ensemble en famille. Des graffitis dessus. Des graffitis et puis le réaliser avec des cartons en fait, de cartons, c'est facile à faire. On peut après dessiner ou carrément mettre des stickers, des autocollants, s'exprimer. Voilà, laisser libre cours à son imagination. Et on peut aussi utiliser des meubles. De rangement. Des meubles de rangement, mais des étagères ouvertes avec meubles de rangement pas très hauts, comme on peut pousser en fait l'étagère ou le meuble jusqu'en haut. Voilà, c'est des petites astuces qui ne coûtent pas forcément très cher et qui peuvent séparer deux espaces et donner à chacun des enfants une sensation de bien-être. C'est vrai. Ouais. C'est l'espace privatif de chacun. Oui, exactement. Parce que c'est une solution quand même. C'est une solution et puis je pense que chacun de nous est quand même différent. Qu'on le veuille ou non, on est tous différents. On n'est pas obligé d'aimer ce que l'autre ou d'imposer à un enfant les goûts de l'autre. Voilà. Donc on peut s'exprimer. Pour ne pas le pénaliser. Chacun dans son espace. Si vous permettez, c'est une solution qui peut servir même dans une chambre où il y a 2 filles ou bien même 2 garçons. Oui, tout à fait. S'approprier son espace, gérer, apprendre à gérer donc un espace. C'est ce que j'avais dit. Ou du même sexe mais qui n'ont pas les mêmes goûts ou un garçon et une fille. Pour le second point, donc, ça sera la personnalisation. Alors, personnaliser le coin de chacun. Donc, on peut personnaliser par les couleurs,
comme on peut personnaliser aussi avec les accessoires, par exemple, ou les textiles, les coussins, le drap, la couette, ou les cadres. Donc vraiment laisser chaque enfant vraiment personnaliser et choisir son petit monde pour qu'il s'y sente bien. Dans son coin. Pour le troisième point, comme les enfants partagent un espace commun, le point crucial est l'espace. Donc il faut penser à optimiser l'espace. Donc idéalement, et surtout ce qui se fait le plus souvent, c'est d'avoir des meubles multifonctions. Donc on va aller sur les solutions qu'on connaît depuis quelques années quand même, donc les lits superposés qui vont libérer en fait l'espace au sol où on pourra l'exploiter pour un espace de jeu, comme on peut aussi utiliser des bureaux rabattables qu'on peut carrément accrocher au mur, donc vraiment pour laisser assez d'espace. On peut avoir aussi des lits mezzanines, donc on a le lit au-dessus et le bureau en bas, donc même si c'est pour des enfants. Et puis voilà, c'est-à-dire même les chaises avec des rangements en dessous. Donc vraiment penser à optimiser le plus de place. Les espaces, les rangements aussi, très importants. Exactement, les rangements. Et justement, comme on parle de personnalisation, les coins, les espaces de rangement, c'est aussi sympathique et ludique de pouvoir en fait donner le nom ou écrire le nom de chaque enfant sur sa boîte ou son coffre de jouets. Et voilà, ça fait vraiment mon espace, mon rangement. Voilà. Et ne pas hésiter bien évidemment à utiliser des couleurs. Et le quatrième point, donc pour finir, c'est la décoration. La décoration. Donc c'est vrai que partager une chambre ne veut pas. Alors partager une chambre plutôt ne veut pas forcément dire avoir quelque chose de très monotone, mais il y a quelques astuces quand même à mettre en place. Donc, on va essayer, la première astuce, c'est d'essayer de garder une harmonie dans le mobilier et de jouer justement sur les textures et les accessoires. La seconde, c'est d'avoir des tons plus ou moins neutres sur les murs. Et justement, comme ça, les enfants peuvent vraiment s'amuser avec la décoration en stickers, en posters, etc. Ou carrément utiliser des couleurs complémentaires ou des couleurs qui peuvent être, des couleurs harmonieuses, voilà, et unifier le tout, donc les deux espaces avec un tapis au sol ou carrément si on a par exemple un pan de mur rose, un autre bleu, c'est un moment de croiser les peintures, voilà, des petites astuces comme ça pour garder une harmonie générale de la pièce. Très bien, des astuces très intéressantes. Mais vous savez, même si je dis ça avec la protection des consommateurs, je vous annonce qu'on va commencer à faire un travail justement pour que l'Algérien ait le droit à un logement qui lui va. Vous savez très bien, donc l'architecte, le consommateur ou l'usager ou l'habitant, l'Algérien qui est à Alger n'est pas le même qui est à Timimoun, qui n'est pas le même qui est à Azazga, n'est pas le même qui est à Bouhanifia. Donc là, c'est essayer d'adapter dans le futur, surtout qu'il y a un énorme programme qui est lancé par les pouvoirs publics pour résoudre ce problème de logement. Et on va demander à ce qu'il y ait de la qualité, mais de la qualité donc, qui va vers la psychologie, la sociologie de l'Algérien. Et justement, donc, ça c'est une solution pour nous, entre-temps. Vous savez, nous avons beaucoup de logements qu'on appelle F3. Donc, deux chambres, salon et cuisine. La famille, elle est en général composée. En Algérie, on a toujours la taille. Donc la famille algérienne, après les recensements, nous sommes à 5 à peu près. 5, c'est donc les parents et 3 enfants. Et souvent, 3 enfants, il y a garçons et filles. Quand il y a garçons et filles, on a des problèmes comment les mettre dans une seule chambre. Oui, c'est ça. Et puis la chambre des parents, intimité, on n'en parle pas. Il faudrait qu'il y ait la chambre que des parents. Ça, sociologiquement, psychologiquement, c'est ça comme ça. C'est clair, Le séjour, le salon, c'est pour recevoir. Et on aime bien recevoir les Algériens. On a le Karam Korama, donc on reçoit beaucoup. Un lieu où aussi on se retrouve tous ensemble, en famille, bien évidemment. Vous savez, même en tant que protection des consommateurs, on a parlé de ça, on exige bien sûr, des mots, pour que ça reste, et que le séjour ait plus de surface, plus de volume. Pourquoi ? Parce qu'on devrait revenir à cette grande qualité, ces grandes valeurs de la famille algérienne, on reçoit. Il y a toujours quelqu'un qui vient les week-ends, qui passe la nuit, une siba, donc il y a ça. Et il reste donc une seule chambre pour les enfants, ça c'est pas normal. Donc là, il faudrait qu'on aille vers des logements minimum 3 chambres. Garçons, filles, parents.
Ça, on va le demander, parce qu'on ne travaille pas que sur la nourriture, sur le transport, mais il y a ça aussi qui est très important. Le logement, on le paye trop cher en Algérie, et c'est essentiel, que ce soit pour la santé physique, pour la santé morale, pour la cohésion familiale, pour la société, pour l'économie. Donc quand on est bien chez soi, on est bien dehors, on est bien au travail, on travaille mieux, on a plus de rentabilité. Donc il est très important justement de travailler sur ça. Vous savez, même le volume, parce que l'espace, c'est pas en 2D, c'est en 3D. Et le volume, dans certains logements sociaux par exemple, le plafond il est trop bas. Les spécialistes disent qu'il faudrait qu'on augmente un petit peu la hauteur. Les ouvertures, dans certaines régions, on va avoir plus d'ouvertures, dans les zones montagneuses par exemple, et beaucoup moins dans les zones sahariennes, parce que pour l'isolation thermique, la performance énergétique. Donc oui, la performance énergétique c'est très important, parce qu'on doit construire des logements durables, donc qui vont vers l'économie d'énergie, parce que maintenant, peut-être on a le pétrole, il a son prix, le gaz, mais dans quelques années, pour les générations futures qui vont habiter dans ces logements, nos enfants, puis il y a la solution des toits végétalisés, des façades végétalisées. Ils vont avoir des problèmes pour payer leurs factures. Bien évidemment. Parce qu'une fois la subvention est revue sur l'électricité, ceux qui payent maintenant la facture à 5 000 dinars, ils vont la payer à 15 000, 20 000 dinars. Et donc, pour ne pas avoir ces difficultés, c'est maintenant qu'on est en train de faire le travail. Il faut penser pour rendre nos logements plus performants, donc mettre de l'isolant thermique d'abord. Et puis, le double vitrage, maintenant, ça commence à se généraliser. Et évidemment, ce que vous faites, c'est magnifique, c'est de rendre ce logement agréable. Vous savez pourquoi, il faut dire les choses comme elles sont, pourquoi on est trop dehors? Parce qu'on sent mal à l'aise à l'intérieur, exactement. Vous savez, moi je compare, je me dis que pourquoi on sort trop, parce qu'on n'est pas très à l'aise chez soi. Mais avec un travail comme ça, on aimerait rentrer, on est pressé de rentrer chez soi. Et les enfants, ils aimeraient bien rester dans leur chambre que d'aller sortir dehors, chercher de l'espace. Alors je vais me permettre de rajouter, parce que j'ai compris que il y a aussi la création de mobilier multifonction. Donc ça aussi, moi personnellement, j'en ai déjà créé. Et voilà, je pense qu'il faut encourager les gens à aller aussi vers cette option et cette culture. C'est économique, ça optimise les espaces. Voilà, très bien. Donc on va finir avec ça et on espère aussi voir vos créations multifonctions. D'accord, très bien, avec plaisir. On y consacrera une rubrique et on va continuer la dernière ligne, j'ai envie de dire, avec Wahida Salem Chérif et la rubrique Le saviez-vous? On parle de tout ce qui est patrimoine. Enfin, moi, je parle de tout ce qui est patrimoine. Je mets un peu à jour à Monsieur Nouval. Donc, cette année, dans ma rubrique Le saviez-vous, je partage tout ce qui est en rapport avec notre belle actualité culturelle ou artistique algérienne, patrimoine aussi algérien. Et je choisis toujours des informations que peut-être certains les ignorent. Comme par exemple, aujourd'hui, savez-vous que l'Algérie est classée 2e mondialement concernant les sites archéologiques? Est-ce que vous le savez? D'accord. À votre avis, on a combien de sites archéologiques en Algérie? Beaucoup, sûrement. Énormément. On va les compter. D'accord. Donc il faut savoir que nous avons 100, exactement 100, dont la plupart sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc l'Italie, elle est classée numéro 1 avec 300 sites et l'Algérie juste après, on est à 100 sites historiques classés, dont la plupart sont classés à l'UNESCO. Je vais vous faire deviner quelles sont les villes où il y a des sites historiques. Voilà, le Sahara, là aussi. Constantine. Exact. Alors, voilà, déjà, par exemple, là, tu nous as cité le désert algérien. Il y a plusieurs sites archéologiques. Il faut savoir qu'ils ont comptabilisé, par rapport à ce placement, ils ont comptabilisé uniquement 10 villes que je vais vous citer là tout de suite. On a la ville de Tipaza, l'ancienne ville romaine avec des ruines qui sont impressionnantes. Elle a son théâtre romain qui est le mieux conservé en Afrique du Nord. Il y a aussi l'amphithéâtre où se déroulaient les jeux qui est vraiment en bon état. Il y a aussi les bains publics romains, les thermes. On a aussi Timgad, la ville de Timgad, qui est vraiment bien conservée. Ce qui est important, c'est que parfois dans d'autres pays, ils ont des petites, des petits espaces historiques, archéologiques, mais ils ne sont pas bien conservés. On a cette chance en Algérie, ils sont vraiment bien conservés. Oui, donc on a à Timgad, on a le plus grand théâtre romain avec une capacité de 3500 spectateurs. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on fait des festivités et le lieu il est exploité, on organise des événements dedans. Tout à fait. Il y a aussi la ville de Chechel,
Alors, la ville de Chechel, pour moi, c'est un musée à ciel ouvert. Exactement. Là où on marche, là où on retrouve une pierre, il faut faire très attention à ne pas les abîmer. Je le répète tout le temps, parce que c'est de l'histoire, c'est de l'archéologie. Alors, il y a aussi, on trouve l'amphithéâtre, il y a des forums, des musées. Alors là, des musées, il faut y aller les visiter. Moi, j'invite vraiment les téléspectateurs à aller les découvrir parce que c'est important, ça raconte l'histoire de la ville, mais l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Algérie aussi, parce que c'est important de connaître son histoire. Il y a la ville de Annaba, donc Ypres. Donc elle aussi, elle contient une basilique. Il y a aussi le musée qui abrite de belles pièces archéologiques, vraiment à aller découvrir. À Annaba, il y a aussi un théâtre romain qui est aussi bien conservé. Il faut savoir que c'est parmi les plus grands aussi en Afrique du Nord. En fait, pratiquement tous les sites archéologiques, ils figurent parmi les plus grands en Afrique du Nord. Exactement. Ça, c'est un avantage. Il y a aussi Sogaras. J'aime bien l'appeler Tagast. Voilà. Donc, ils ont un très beau théâtre. Malheureusement, je n'ai pas eu encore cette chance de le visiter. Donc, il y a aussi un forum qui se trouve au cœur de la ville romaine. Il y a une basilique qui a un site archéologique chrétien intemporel. Il y a aussi un musée au niveau de Sogaras qui regroupe plein de belles pièces archéologiques à aller découvrir. Il y a eu aussi, la plus ancienne université dans le monde, elle se trouvait justement à Sogaras. Je ne sais pas s'il reste quelques détails de cette université, mais j'avais rencontré justement cette information. Exactement. C'était l'une des plus anciennes au monde. Exactement. Voilà. Et on trouve l'histoire au niveau du musée de Sogaras. Très bien. Il faut que c'est important d'aller, pour connaître l'histoire d'une région ou d'une ville ailleurs, il faut aller visiter les musées, qui s'y trouvent. Voilà, il y a des musées qui racontent l'histoire de la ville. C'est très important. Il y a Guelma aussi. Donc, Guelma aussi, elle a un beau théâtre, très beau théâtre, qui est bien conservé encore une fois. Donc, c'est intéressant d'aller le visiter parce que c'est important d'aller à la ville de Guelma. On a les stations thermales, ce qui est beau, très connu pour ces stations voilà, très connu. Donc, il faut profiter aussi, aller visiter les musées, découvrir notre... Et puis, c'est pas cher, hein? Du tout. Pas du tout. Du tout cher en Algérie. Du tout. Alors, il y a un autre théâtre aussi, pardon? Il y a Djmila aussi. Djmila aussi, appelle Djmila, il faut aller. Aussi, à Djmila, il y a des spectacles qui se font jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des shootings, par exemple, quand on fait la promotion de certains vêtements, quand on veut leur faire des soldes. C'est un moyen de mettre en valeur. Donc, le patrimoine, exactement. Donc, de le faire visualiser, donc de le faire connaître. Oui, et c'est extraordinaire. Ce qui est très intéressant en ce moment, ces derniers temps à Djmila, c'est que même les grands créateurs de mode, ils vont vers Djmila pour faire des shootings. Non seulement le lieu, il est époustouflant, il est magnifique. Il y a la lumière aussi. Il y a la lumière qui est extraordinaire. Ils n'ont pas besoin de rajouter plus de lumière. Vous avez oublié, je sais pas, il y a Tidis à Mila. Oui, Mila aussi. Il y a Khmissa aussi. Ils ne les ont pas comptés, en fait, ils ont choisi juste les 10 plus grands sites archéologiques. Moi, je suis certaine qu'il y a plus de 100 sites archéologiques. D'ailleurs, il y en a. Voilà. Eux, ils ont pris vraiment ceux qui sont vraiment bien conservés et qui sont inscrits à l'UNESCO. Les autres, certainement, c'est en cours parce qu'il faut savoir que depuis quelques années, on est en train de déposer des dossiers pour inscrire d'autres patrimoines. On a cette chance d'avoir un pays continent, que ce soit par rapport à l'art culinaire, les tenues traditionnelles. On a aussi plein de belles choses à partager, à inscrire. Et surtout, c'est à nous de partager ça sur les réseaux sociaux et sur les toiles. C'est à nous de partager cette belle découverte pour nous. Non, je ne dirais pas ça comme ça, mais ce beau classement parce qu'on est classé 2 au monde. Exactement. Donc imaginez si on va inscrire les autres sites, on va être le numéro 1. On va être classé numéro 1 et ça pourrait que nous faire plaisir et faire connaître davantage l'Algérie. Voilà, magnifique parce que vous savez que l'avantage qu'on a en Algérie, c'est qu'on n'a pas que ça. Exactement. Les visiteurs, quand ils vont à Timgad, à Djmila ou à Tidis, c'est qu'il y a les paysages, il y a la route. Bien sûr, oui. Et puis, comme je dis toujours, ce grand continent où le touriste pourrait voir le matin Djmila ou Timgad et le soir être à Djanet et voir Tadert Rouge, Exactement. bien être à Adrar, voir Tamantet, à Bchar pour voir Tarit avec les gravures rupestres de Mazar. Là aussi, normalement, c'est des patrimoines à classer. C'est que certains qsours qui sont déjà classés patrimoine national, mais on espère qu'arriver, juste avec un peu de travail
d'abord des occupants pour que ça soit classé patrimoine universel. Là, vraiment, on aurait beaucoup à gagner. Normalement, c'est en cours parce qu'il y a eu plusieurs dossiers qui ont été déposés fin 2024. Donc, on attend la suite. Il y a déjà de belles choses. On a fini l'année en beauté avec le kaftan des élèves qui a été inscrit. Le couscous. Le couscous, c'est un peu avant le kaftan. Oui, oui. C'est très beau et voilà, c'est à nous de les partager, de parler ça autour de nous et de faire passer l'information. Parce que c'est vrai que nous, à force d'y habiter, on visite par exemple chaque jour, si quelqu'un des habitants de Djmila, ils voient ça et voilà, ça fait rien pour eux. Ça renforce notre identité. Oui. Et parfois, on ne donne pas vraiment de l'importance à la chose parce qu'il y a des endroits, par exemple, on retrouve dans la ville quelques éléments justement des ruines et on ne se pose même pas la question. Comme par exemple à Sétif, au milieu de la ville, juste à côté du parc Mall, il y a des pierres qui datent, voilà. On ne sait même pas ce que c'est. Exactement. Voilà, mais c'est important justement de savoir que c'est essentiel de conserver ce genre de choses. Il y a une start-up, qui il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans, et qui a justement lancé son projet en reconstruisant, en faisant de la modélisation 3D des anciens sites. Exactement, ça c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Oui, on avait reçu une fois, nous. C'est vrai, un jeune architecte qui justement, s'est lancé dans ça. Il a commencé par la Casbah d'Alger, par une ancienne mosquée, la Casbah d'Alger. En tout cas, on va finir avec ces belles paroles, ces beaux paysages et ce beau classement de l'Algérie, bien évidemment. En tout cas, merci les filles. Merci à toi. On se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir. Monsieur Hassan Menouar, merci beaucoup. C'est ça, aujourd'hui, c'est l'espace mixte en fait. C'est pour rester dans le thème. Je regardais à droite, donc je disais merci les filles. On va mettre un paravent là. Voilà. Et puis là, je regarde à gauche. Merci les garçons. Merci Monsieur Menouar. Merci Faisal. On se retrouvera la semaine prochaine. Monsieur Menouar, yatik saha. Et puis au plaisir de vous revoir, bien évidemment. Et merci à vous de nous avoir